Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a lancé la plateforme technologique de l'agence Emploi Jeunes, plateforme qui se résume en le lancement de 2 sites internet. La Banque africaine de développement a remis des kits d'hygiène aux établissements sanitaires, cela à travers un programme qui coûte plus de 100 millions de francs CFA, vous le verrez dans ce journal. Deux nouveaux candidats ont été enregistrés aujourd'hui à la commission électorale indépendante. Vous aurez leurs identités au cours de cette édition. Et puis enfin, le modèle israélien en matière de production agricole décrypté par notre envoyé spécial à Jérusalem à la faveur d'un séminaire, Franck Quadio, il nous montre comment le pays a réussi sa révolution agricole. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TI1. C'est l'heure de la grande édition qui s'ouvre avec les activités du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a lancé aujourd'hui une activité de l'agence Emploi Jeunes. Il s'agit du lancement d'un ensemble de sites internet qui marque la révolution numérique de l'agence. Le compte-rendu de Sidonie Davila. Créée le 8 avril 2015 et mise en fonction depuis le 24 juin 2015, l'agence Emploi Jeunes est issue de la fusion de 3 agences, dont l'AGEP, le FNJ et le FIDEN. Fonctionnelle 2 mois à peine, l'agence entre dans sa phase de développement avec la mise sur pied d'une plateforme en ligne. L'adresse de la plateforme à visiter est www.agenceemploijeunes.ci ou www.emploijeunes.ci. Nous mettons un point d'honneur à l'accompagnement effectif des jeunes, étonnant qu'ils soient pris en charge et insérés. C'est pour cela que notre plateforme intègre le suivi des performances de nos antennes et les performances de nos conseillers en emploi. Afin de s'assurer de la pertinence de cet outil désormais à la disposition des jeunes, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, présidant la cérémonie de lancement, s'est prêté à un essai. Test réussi pour le Premier ministre. Il a désormais un compte qui le connecte à l'agence. S'il avait été un jeune en quête d'emploi, il aurait pu bénéficier des offres de services de l'agence Emploi Jeunes, entre autres les mises en stage pré-emploi, les formations de requalification et les accompagnements à l'entrepreneuriat. C'est essentiel que les jeunes aient des initiatives, que les jeunes en veuillent et que les jeunes veulent compétir au niveau mondial. Moi, je suis certain que vous allez le faire. Le gouvernement compte sur vous pour démultiplier les actions. 7 000, 11 000, c'est bien. On peut multiplier par 5, on peut multiplier par 10. Et je sais ce que vous allez faire, puisque vous avez déjà commencé il n'y a pas longtemps. Et sur le terrain, on voit que les choses bougent. Et les jeunes, surtout, ne vous découragez pas, quelles que soient les circonstances. Avec cet outil de mise en relation entre demandeurs d'emploi et recruteurs, la nouvelle structure se trouve être plus proche des usagers. Oui, je suis étudiante en quête d'emploi. Bon, j'espère passer le test avec brio et être retenue pour la formation. Je suis allé sur le site pour pouvoir m'inscrire. Là-bas, j'ai téléchargé mon curriculum vitae et c'est depuis lors, à chaque fois qu'il y a des opportunités, on m'appelle pour les entretiens. Avec cette agence Emploi Jeunes, vraiment, cela nous facilite la tâche. Tous les jeunes dont l'âge varie entre 15 et 40 ans en quête d'un emploi ou qui sont porteurs d'un projet, mieux, ceux qui souhaitent bénéficier d'une formation peuvent déjà s'inscrire sur cette plateforme www.agenceemploijeunes.ci ou www.emploijeunes.ci. Dans quelques jours, les travaux de construction du pont de la Bassawa seront terminés. Le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan s'en est rendu compte. Il s'est rendu à Sérébou, le point de notre envoyé spécial, Hugues Hervé-Blé. Plus que quelques jours pour que le pont de Sérébou soit livré à l'État de Côte d'Ivoire. Présent sur le chantier ce début de semaine, le Premier ministre a pu se rendre compte que les travaux du pont, d'un coût de 5,5 milliards de francs CFA, sont au stade de la finition. Nous sommes heureux de constater que ce sera donc prêt à la mi-septembre. Surtout que les députés nous indiquaient qu'il faut faire vite parce qu'il y a une montée donc des eaux et que si les eaux montaient trop haut, le bac risque d'avoir un problème. Nous étions passés ici pour le lancement des travaux en son temps et il fallait voir si effectivement si les échos que nous avions
Concernant donc l'achèvement rapide de ce pont, ces échos étaient confirmés. Le pont de Sérébout sur la Comoé est long de 152 mètres et sa construction a débuté depuis un peu plus de 16 mois. Son intérêt est notable. Vous avez la région d'Ifou, du Hambol, du Gontogo et donc du Béquet qui sont reliés par ce seul pont. Ce pont permet de gagner vraiment un temps précieux parce que pour aller de Boaké à Tanda, vous gagnez au minimum 200 km à travers ce pont. Et même de Dabakala pour aller donc à Abidjan, après ce pont, vous gagnez au moins 1 heure. C'est en grand nombre que les élus et cadres des régions que le pont va desservir ont accompagné le Premier ministre dans sa visite. De cette manifestation d'intérêt avant l'inauguration officielle du pont, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan n'a pas manqué de se réjouir. Leur intérêt pour l'ouvrage, les élus l'expriment avec satisfaction. La commercialisation de nos produits va se faire de façon plus facile. Et vous savez que déjà, tous nos amis de Sandégué passent par ici. Ceux de Dabakala passent également par ici. Et je pense que nous allons être un véritable carrefour. Et quand on parle de carrefour, c'est un pôle de développement que nous allons créer. Ce n'est pas un pont de désenclavement, c'est un pont qui nous permet de nous réunir. La fraternité revient. La fraternité entre les régions du Gontogo, entre les régions du Hambol, les régions du Béquet et les régions de l'Ifou. C'est un des rares ponts qui réunit 3 régions de Côte d'Ivoire. Le chantier, ouvert à l'occasion de la visite du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, va à nouveau fermer ses portes au public. Mais avant, la population locale s'est offert un moment de plaisir qu'elle attendait depuis bien longtemps. Elle a traversé le pont en attendant l'achèvement de ses travaux et son ouverture officielle. Et ce pont suscite beaucoup d'espoir chez les populations de Sérébout qui se déplaçaient jusque-là grâce à un bac. C'est donc la fin du calvaire, c'est ce qu'ils ont confié à Hugues Veblé. Sérébout, lundi 17 août. Depuis 6 h du matin, le bac a repris son balai quotidien qui va durer jusqu'à 18 h. Pour le faire passer d'une rive à l'autre, une équipe de 2 personnes a rompu à la manœuvre. On ne paye pas, ça c'est pour l'État à Géroute. Les passagers n'ont pas de difficultés. Quand on trouve un gars compliqué, nous on ne parle pas parce qu'on sait qu'on est là pour le travail. Depuis on a commencé, c'est seulement un véhicule qui est venu sans frein. C'est lui qui allait coincer là-bas. Bon, il n'a pas tombé dans l'eau en tout cas. Sinon, depuis on a commencé, il n'y a pas eu de véhicule qui a tombé dans l'eau. 2 véhicules, leurs passagers prennent place comme tous les autres usagers sur la plateforme pour une traversée d'environ 7 minutes. Une fois à terre, il faut aux passagers rejoindre le véhicule de transport un peu plus haut. Le rendez-vous du départ n'est pas toujours systématiquement respecté. On est arrivé, il y a les passagers qui on les cherche, on ne les trouve pas. Comme il y a du monde là, ils ne savent pas où ils sont passés. Avec le pont, avec le temps qu'on perd ici, là, on ne va pas perdre le temps. Des fois qu'on arrive ici, on peut perdre au moins 30 minutes à 1 heure du temps. En fonction depuis une cinquantaine d'années, le bac, après de loyaux services, va bientôt cesser toute activité sur le fleuve Comoé à Sérébout. Une perspective heureuse pour les passagers de l'axe Sérébout-Bassawa qui auront à emprunter le nouveau pont sorti d'eau juste à côté. Quand tu vois l'eau là même, tu as peur déjà. Quand on arrive sur le bac, on a peur d'eau, on n'a pas envie de traverser, mais on est obligé de traverser. On est content pour que maintenant, si on arrive ici, on va passer légèrement, on n'a plus à avoir peur. Nous les chauffeurs, sincèrement dit, ça va nous arranger beaucoup. Et du coup, tu peux arriver tardivement. Bon, le fait pour te faire traverser dans la nuit est très difficile. Souvent, tu es obligé au moins perdre le temps ici avec eux, négocier jusqu'à... Vraiment, nous avons eu le pont aujourd'hui, nous sommes fiers, nous sommes très contents du président. Pendant encore un mois, les populations des régions de l'Ifou et du Gontogo, usagers du bac, n'auront d'autre choix que de l'emprunter. L'inauguration d'un pont est prévue dans les toutes prochaines semaines. Elle marquera la cessation des activités du bac. En bref et en images, les retombées de l'Assemblée annuelle de la Banque africaine du développement BAD, tenue à Abidjan en mai dernier, en guise de reconnaissance pour la bonne conduite de l'événement dans la capitale économique ivoirienne. Le comité d'organisation de l'Assemblée annuelle de la BAD vient de faire un geste. Il est composé d'ordinateurs, de bureaux et d'imprimantes. Le matériel revient aux directions décentralisées de 4 ministères, le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, celui de la Poste et des TIC, le ministère en charge du budget et celui chargé de l'économie et des finances. Au total, 100 ordinateurs et 80 imprimantes. Autre appui de la Banque africaine de développement, cette fois il concerne le renforcement
des capacités des sanitaires, des établissements sanitaires, l'institution a remis des kits d'hygiène à une série d'hôpitaux publics, notamment celui de Marcory. Cette activité est une composante d'un vaste projet d'une valeur de 126 millions de francs CFA. On fait le point avec Ami Sissoko. La prévalence des infections nosocomiales en Côte d'Ivoire est estimée entre 9 et 12% selon le ministère de la Santé. Les infections nosocomiales, ce sont toutes les maladies infectieuses contractées dans un établissement sanitaire. Face à cette situation, le ministère de la Santé a décidé de former le personnel de santé en hygiène hospitalière, d'où l'institution des Journées nationales d'hygiène hospitalière. C'est l'hôpital général de Marcory qui a été choisi pour abriter la cérémonie officielle. Les infections nosocomiales sont des maladies évitables que l'on contracte à l'hôpital, dont 80% des causes sont manuportées. Elles constituent aujourd'hui un réel problème de santé publique partout dans le monde. Une occasion pour la Banque africaine de développement d'offrir des kits d'hygiène à des établissements sanitaires. Cet appui est le couronnement du projet de renforcement des capacités de l'administration publique mis en œuvre de janvier à mars dernier à hauteur de 126 millions de francs CFA. C'est le second volet du programme d'urgence de restauration des services sociaux et administratifs de base, PUSAB. Je voudrais exhorter les heureux bénéficiaires, en tout cas ceux qui vont recevoir le matériel, à en faire un usage conséquent pour le bien-être des différents usagers des hôpitaux publics. Nous allons toujours multiplier ces efforts afin que les salles soient toujours propres, afin que les toilettes soient propres et que les salles de consultation, les salles d'hospitalisation soient vraiment agréables pour nos malades qui viennent. Ce projet concerne également 6 régions sanitaires, notamment Gbeke, Bilié, Indéni, Douablé. La sécurité informatique au cœur d'une réunion entre les techniciens et experts du secteur. La réflexion vise à mettre en place des stratégies de protection contre la cybercriminalité. L'éclairage d'Éric Goré dans un commentaire de Serge Colléa. La cybercriminalité au centre des débats entre techniciens et experts en informatique. Objectif, garantir la sécurité informatique en Côte d'Ivoire et mettre hors d'état de nuire les arnaqueurs appelés communément brouteurs. Ces cybercriminels sont à la base de détournement de fonds, d'escroqueries, d'abus de confiance via Internet et les réseaux sociaux. Pour Mehdi Benali, expert international en sécurité informatique, le manque de formation des utilisateurs de l'outil informatique facilite la tâche aux arnaqueurs. Pour les participants, cette rencontre était plus que nécessaire. Elle vient les éclairer sur un certain nombre de préoccupations informatiques. Ça permet aux acteurs nationaux d'être à jour des connaissances, de telle sorte que les services réellement qui sont proposés aux bénéficiaires finaux soient des services de qualité. 3 jours durant, techniciens et experts du système informatique vont réfléchir pour trouver des solutions. Au final, des stratégies seront mises en place pour lutter efficacement contre la cybercriminalité. Dans l'actualité politique, Adama Ouattara et Norbert Kofi Ngoran aspirent à la magistrature suprême. Les 2 candidats à la prochaine présidentielle ivoirienne ont déposé leur dossier de candidature ce mardi auprès de la commission électorale indépendante. Ils portent au nombre de 8 les candidats à la présidentielle d'octobre prochain. Michel Digré. Gendarme à la retraite, Adama Ouattara est candidat à la présidentielle de 2015 pour le compte du mouvement ivoirien pour le renouveau et l'espoir MIRE. Ngoran Kofi Norbert, lui, a choisi d'être candidat indépendant. Il se présente comme apôtre de Jésus-Christ. Ce sont les 7e et 8e candidatures enregistrées par la commission électorale indépendante depuis le 3 août dernier. Nous avons connu la Côte d'Ivoire du président Félix Houphouët-Boigny, dans laquelle nous avons été écoliers, élèves, universitaires. Notre pays nous a donné dans la paix. Notre génération doit relever le défi de la paix et de la réconciliation. Nous avons ce message-là pour apporter cette concorde. C'est pourquoi nous briguons la magistrature suprême. Il faut un bon chef à la tête de l'État de Côte d'Ivoire les 5 prochaines années à venir pour que les Ivoiriens puissent souffler un tout petit peu. C'est pour ça que je suis candidat à cette élection, parce que j'ai la carrure, j'ai vécu un peu plus bas, remonter. Donc je sais ce qui se passe en bas, je sais ce qui se passe en haut.
et je sais ce qui se passe dans la société ivoirienne. Ces deux nouveaux prétendants au fauteuil présidentiel ont un délai de 72 heures pour s'acquitter de la caution de candidature qui s'élève à 20 millions de francs CFA. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 25 août prochain. Et cette élection présidentielle, la coalition pour le changement CPC la prépare activement. Le mouvement a tenu aujourd'hui sa rentrée solennelle. Elle a eu lieu au plateau autour du thème « La CPC face aux enjeux de l'élection présidentielle » d'octobre 2015. Pour la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain, les associations et autres groupements de soutien sont à la tâche. La CPC, la coalition pour le changement, vient d'effectuer sa rentrée solennelle en vue de sonner la mobilisation. Nous voulons encore apporter notre soutien au président Alassane Ouattara qui, pour nous, est le meilleur profil aujourd'hui qui peut soutenir la jeunesse, qui peut soutenir la population, qui peut apporter des solutions. Pour nous, c'est le champion. Il faut lui accorder un second mandat. En présence d'autorités politiques et d'autres responsables de mouvements de soutien à la réélection du président Alassane Ouattara, Jeannot Loukou, le vice-président de la coalition, invite l'ensemble de la jeunesse ivoirienne au meeting que la CPC organise afin que la Côte d'Ivoire connaisse des élections apaisées. Pour nous, l'occasion d'appeler toutes ces personnes qui pensent que la Côte d'Ivoire va rebondir avec le président Alassane Ouattara, pour toutes ces personnes qui ont décidé d'enterrer la violence, toutes ces personnes qui ont décidé de redonner une nouvelle chance à la Côte d'Ivoire, tous ces jeunes qui croient à l'avenir, tous ces jeunes qui pensent qu'il est temps que la jeunesse dise non à la violence. Nous allons inviter toute la population ivoirienne à un giga meeting le 29 à la place Inch'Allah de Koumassi. Puis il ajoute que les élections apaisées seront le moteur de l'émergence souhaitée par le chef de l'État. La coalition pour le changement a vu le jour en 2009 et compte en son sein une quinzaine d'associations de jeunesse. La présidentielle ivoirienne, c'est dans maintenant un peu plus de 2 mois. Les jeunes sont invités à militer pour que celle-ci soit apaisée. Ils sont en ce moment conviés à un séminaire à Grand Laou. La rencontre s'inscrit dans le cadre des 2e universités de la citoyenneté et de la bonne gouvernance. Les précisions de Moussa Konaté. La jeunesse représente la majorité de l'électorat dans tous les pays. Ces jeunes sont souvent utilisés à des fins de violence, de troubles et de désordre pendant les élections. Pour réfléchir sur la responsabilité des jeunes à des élections sans violence, un séminaire est initié à Grand Laou avec la participation de plusieurs structures de jeunesse. Les jeunes sont souvent de façon consciente ou inconsciente, donc en guillemets, l'objet de forts enjeux. Et nous voulons donc calmement, en tout cas avec objectivité, responsabilité, réfléchir sur ces enjeux-là. De sorte que les jeunes sortent d'ici mûris, résolument en tout cas fortifiés, pour en tout cas prendre leur part dans le processus électoral, mais de façon en tout cas responsable, sans a priori, sans état d'âme, pour que le plus important soit la démocratie qui gagne. 2015, année électorale pour plusieurs États africains, notamment la Côte d'Ivoire. Les jeunes doivent s'impliquer dans le processus électoral, mais autrement. Ils doivent avoir un rôle citoyen pour instaurer un climat paisible pendant les joutes électorales. Et il est important que nous prenions nos responsabilités pour pouvoir jouer nos partitions pour que la Côte d'Ivoire connaisse le succès en matière électorale. Nous voulons aussi que la Côte d'Ivoire rentre dans l'histoire pour une fois que nous organisons des élections sans violence et nous pensons que cela est possible. Dire aux candidats que la jeunesse est majoritaire, on a le pouvoir. Si vous voulez qu'on vote pour vous, il faut que vous priorisez l'éducation, priorisez la santé, notre sécurité, les questions d'emploi, tous les problèmes auxquels les mondes font face. C'est ça le rôle de la jeunesse. Et non se laisser politiser, prendre de l'argent aux candidats pour en faire autre chose. Parce qu'on n'est pas seulement l'avenir du pays, mais nous sommes aussi les présents. Jeunes, élections et gouvernance en Afrique, cas de la Côte d'Ivoire. C'est le thème de ce séminaire qui s'inscrit dans le cadre des 2e universités de la citoyenneté et de la bonne gouvernance. Les assises dureront 6 jours. 22 experts vont échanger avec une quarantaine de jeunes issus de différentes structures. Je vous le disais en titre, ce soir on s'intéresse également à la méthode israélienne pour une production agricole féconde et prospère. Notre envoyé spécial à la première conférence mondiale sur la science, présent à Jérusalem, s'est intéressé au sujet « Israël ou comment vaincre l'ingratitude de la nature ?» un sujet de Franck Wadio. Le désert du Negev, au sud de Jérusalem, capitale de l'État d'Israël. 13 000 km² d'étendue rocheuse, mais au milieu de la zone aride, une ferme. Ici, on produit de la fève d'argan pour en faire des produits dérivés.
Et plus loin, de l'huile de jojoba, utilisée dans le cosmétique. Des micro-industries qui jalonnent ainsi le territoire israélien. À Be'er Sheva, capitale de la région du Negev, plusieurs kibbutz. Ce sont des communautés qui fonctionnent comme des entreprises. Nati Barak dirige l'une d'entre elles. Selon lui, la force de la production israélienne repose sur la bonne utilisation des faibles ressources en eau. En Israël, le pays est aride. Plusieurs fermes et même des ménages utilisent l'eau recyclée. Plus de 90% d'Israéliens adoptent cette technique. Il ne faut pas aussi oublier que plus de 60% de l'eau utilisée est destinée à l'agriculture. Une des techniques usuelles consiste à enlever le sel de l'eau pour en faire de l'eau potable. Entouré de mer, le pays a opté pour le dessalement et la réutilisation des eaux usées. Une rationalisation perceptible à travers la technique du goutte à goutte, une technique pour apporter à chaque plan une ration précise. Israël exporte même son savoir-faire. La Côte d'Ivoire en bénéficie actuellement, selon cet ingénieur agronome. Notre technique a produit plus de tonnes de cacao à l'hectare qu'on ne l'aurait fait en utilisant d'autres techniques. Nous avons même produit entre 400 et 500 cacao à l'hectare. Et nous sommes encore en train de voir, car il y a la possibilité d'en faire plus. Israël aura capitalisé les insuffisances de son sol pour en faire un pôle technologique, l'un des plus influents au monde pour la gestion de l'eau. Un exemple présenté à profusion lors de la première édition de la conférence mondiale sur la science qui se tient à Jérusalem jusqu'au 21 août. Dans à peine 100 jours s'ouvrira à Paris la COP21, une conférence cruciale sur le changement climatique. La conférence qui réunira pendant près de 2 semaines les représentants de 195 pays et de l'Union européenne vise à trouver un accord international sur le climat en vue de limiter son réchauffement et ses effets désastreux sur la planète. Reportage. Symboliquement, c'est à Paris que le Premier ministre chinois a annoncé officiellement la contribution de son pays à la lutte contre le changement climatique. Premier émetteur mondial de gaz à effet de serre avec 1/4 des rejets de CO2, la Chine promet un pic autour de 2030. Un objectif prudent, mais qui contraste avec le discours de la décennie précédente où Pékin défendait son droit à polluer pour se développer. Avec une croissance qui ralentit, la Chine pourrait même atteindre son objectif dès 2025, mais d'ici là, la deuxième économie mondiale aura quand même presque doublé ses émissions par rapport à aujourd'hui. Deuxième plus gros émetteur de la planète, les États-Unis, responsables de 13% des rejets de gaz. Leur engagement était donc lui aussi très attendu et Barack Obama n'a pas déçu. Il a annoncé un plan qui imposera pour la première fois aux centrales électriques américaines de réduire de 32% d'ici 2030 leurs émissions de CO2 par rapport au niveau de 2005. Mais il devra affronter l'opposition des républicains qui contrôlent le Congrès, sans oublier le puissant lobby pro-charbon. Troisième émetteur mondial, l'Union européenne, avec 10% des émissions de gaz à effet de serre. Traditionnellement considérée comme le bon élève de la classe, elle a été la première à transmettre son plan pour le sommet de Paris. L'UE s'engage à faire baisser ses émissions de 40% en 2030 par rapport à 1990. À la mi-août, l'Australie a été le dernier des pays développés à communiquer sa contribution. Gros consommateur de charbon, elle est un des plus gros émetteurs de la planète par habitant. Mais son engagement de réduire ses émissions de carbone de 26% d'ici 2030 a été jugé nettement insuffisant par les écologistes. À 100 jours de l'ouverture de la COP21 à Paris, une cinquantaine de pays sur les 195 représentés ont annoncé leur contribution climatique. L'objectif reste de limiter le réchauffement mondial à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et pour le moment, le compte n'y est toujours pas. À l'étranger toujours, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a refusé de signer le projet d'accord de paix présenté hier à Addis Abeba par la médiation internationale, accord qui devrait mettre fin à 20 mois de guerre civile. Le président Salva Kiir traite cet arrangement de capitulation. Toujours en bref et en image des affrontements entre soldats ukrainiens et rebelles pro-russes.
se sont intensifiées ces derniers jours dans l'est de l'Ukraine. Ne serait-ce que pour la journée d'hier, on évoque une dizaine de morts civils et militaires des deux côtés du front. La communauté internationale s'inquiète et craint une nouvelle escalade. En Thaïlande, au lendemain de l'attentat meurtrier à la bombe qui a secoué le centre de Bangkok, le chef de la junte au pouvoir et Premier ministre Prayut Chan-o-cha a lu un message à la nation retransmis sur toutes les chaînes de télévision. En toile de fond, rassurer les Thaïlandais qui viennent de connaître la plus grave attaque terroriste de l'histoire du pays. On termine avec cette incursion au cœur du mont algérien qui exauce les prières. C'est en tout cas la croyance de ces femmes en attente de descendance, des jeunes en quête d'emploi, malades espérant une guérison. En Kabylie, ils sont des milliers à défier chaque été la chaleur accablante pour se rendre dans une petite mosquée pour que leurs prières s'élèvent plus facilement vers le ciel. Je vous invite au centre de la géographie tourmentée du massif du Djurdjura. C'est à l'est d'Alger. On y retrouve le rocher de la prière du Zénith, Azro, Nétor. Regardez. Au sommet de ce pic rocailleux, au nord de l'Algérie, des centaines de pèlerins sont venus chercher un miracle. Dans une minuscule mosquée, ils allument des bougies en priant pour un avenir meilleur. Un pèlerinage issu d'une légende algérienne, vieille de plusieurs siècles. La légende dit qu'un vieillard marchait par là. En ce temps-là, il n'y avait pas de montre, donc les gens regardaient le ciel pour déterminer l'heure. Le soleil était à son zénith, c'était l'heure de la prière de midi. Il a fait sa prière et juste après, il est mort sur place. Le culte des saints est combattu par les religieux orthodoxes musulmans. Mais ici, des milliers de personnes affluent les 3 premiers vendredis d'août dans un pays où l'idolâtrie reste très ancrée dans les pratiques populaires. Je viens ici depuis que j'ai 20 ans. Quand j'étais jeune, je priais pour un mari, puis pour des enfants. Ensuite, comme nous étions en guerre, j'ai prié pour la paix. Certains pèlerins sont pourtant pragmatiques sur les origines de la légende. Pour eux, le vieillard à l'origine de l'histoire est en fait un féministe avant l'heure. Avant, les femmes ne pouvaient pas quitter la maison. Puis est arrivé cet homme brillant qui a inventé cette histoire pour que les femmes puissent sortir, rencontrer d'autres gens, être vues et plaire. Les pèlerins viennent de Kabylie et de toute l'Algérie pour le pèlerinage. Et une fois à 1900 mètres d'altitude, ils espèrent que leur prière ait un peu moins de chemin à parcourir pour être entendue. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À demain 20h. Bonsoir.